Good evening. Bonsoir. Je tiens à remercier les organisateurs, en particulier le professeur Jamarki et la Fondation Wright pour avoir mis en place cette série véritablement étonnante de discours de vulgarisation. Et merci aussi d'avoir choisi ce sujet fascinant de la révolution quantique. Je suis vraiment très excité d'être présent ici et de célébrer avec vous la nuit de la science. Très souvent, les gens demandent à quoi ça sert la science. On en a parlé hier soir, on en parlera encore un petit peu aujourd'hui. La science est la fondation sur laquelle reposera l'avenir et repenseront les générations futures. Mais la science, c'est plus que cela. La science révèle les beautés de la nature. Lorsque je vais assister à un discours scientifique, j'admire la beauté de la nature. Pour moi, la science est aussi une réalisation, un résultat culturel. Un petit peu l'équivalent des pyramides en Égypte antique ou la musique de Mozart ou les sonnets de Shakespeare. Pour moi, les savants contribuent à ces acquis culturels de la même manière. J'aimerais donc que vous profitiez de cette soirée de la même manière, que vous profitiez et que vous jouissiez de la beauté de la science, et nous allons faire de la physique ensemble. Évidemment, on va faire de la physique quantique et on va parler de vibrations et d'ondes. Ce qu'il faut que vous sachiez, outre ce qui vous a été expliqué hier, c'est que les ondes de matière, les ondes de Broglie, les fonctions d'ondes, etc., ces ondes peuvent s'allonger. Et les ondes s'allongent lorsque les particules se déplacent avec une vitesse de plus en plus faible. Lorsque l'on refroidit la matière, tout se ralentit, ce qui signifie que les ondes quantiques deviennent de plus en plus grandes. Ce qui signifie à son tour qu'il y a en fait deux fenêtres qui nous permettent de regarder dans le monde quantique. Une fenêtre que tout le monde connaît, c'est si vous regardez l'intérieur des atomes, l'intérieur des noyaux, à toute petite échelle, tout est dominé par le monde quantique. Ça, on le sait déjà. Mais il y a une autre fenêtre qui est la fenêtre des températures ultra basses. À ce moment-là, les ondes quantiques deviennent de plus en plus grandes et se manifestent à une échelle encore plus grande. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire franchir cette fenêtre donnant accès au monde quantique, fenêtre qui est ouverte par les températures extrêmement basses. C'est la raison pour laquelle je parlerai de la matière la plus froide jamais produite dans l'univers, et ça c'est véritablement une matière quantique. Puisque nous allons suivre 5 discours très intéressants en physique quantique cet après-midi, je ferai une petite distinction. La physique quantique parle des ondes. En voici un petit dessin d'onde quantique qui présente une particule. Mais les choses peuvent être très différentes s'il y a plus d'une particule en jeu, s'il y a beaucoup de particules. À ce moment-là, les choses se compliquent. Les ondes peuvent être pratiquement comme un nœud, et c'est ce qu'on appelle l'intrication. Rainer Platter vous en reparlera. Mais les choses peuvent devenir même encore plus complexes que cela, avec un grand nombre de particules provoquant beaucoup de corrélations. Et il peut s'avérer très difficile de décrire ce qui se passe. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous en parlerai pas. Ce dont je vous parlerai, c'est des phénomènes quantiques macroscopiques, lorsqu'il y a un très grand nombre de particules, mais que toutes ces particules forment une seule grande onde de matière. C'est un peu comme si une seule particule se comportait de façon cohérente, mais à un niveau macroscopique, avec amplification d'un effet de 10 millions, parce qu'il y a 10 millions d'atomes qui, eux aussi, vibrent de façon mécanique quantique à l'unisson. Voilà le sujet de mon discours. Les faibles températures lorsque les ondes quantiques sont grandes et qu'il y a un grand nombre de particules qui occupent des ondes quantiques et rendent les choses macroscopiques. Lorsque je dis macroscopique, c'est de la mécanique quantique quand même, que l'on peut pratiquement voir à l'œil nu.
À titre d'introduction, j'ai donc voulu vous montrer de façon visuelle deux des phénomènes quantiques macroscopiques qui ont été réalisés à ce jour. La superfluidité d'une part et d'autre part la supraconductivité. Ce que vous voyez ici, c'est un conteneur en verre de peut-être 1 cm de diamètre avec de l'hélium liquide qui bout à 4 degrés Kelvin. Et la température tombe maintenant à 2,5 degrés Kelvin. Qu'est-ce qui se passe? Les bulles apparaissent et puis tout d'un coup, il y a une espèce de paix totale. Tout est calme. Le liquide continue à bouillir, mais il a traversé une transition de phase et il est passé à l'hélium superfluide. À ce moment-là, toutes les particules représentent une grande onde qui rend le liquide superfluide et qui transforme aussi la conductivité thermique. Vous savez qu'il y a des bulles dans un liquide en ébullition parce qu'il y a des parties du liquide qui sont plus chaudes que d'autres, plus chaudes en bas qu'en haut du liquide. Et ici, vous voyez le changement brutal lorsque l'hélium liquide devient superfluide. Et il y a autre chose que l'on peut observer à l'œil nu, c'est assez impressionnant d'ailleurs, ça c'est de l'hélium liquide dans un conteneur en verre. Et l'hélium liquide grimpe, longe les parois du verre et dégouline de l'autre côté. Imaginez que vous prenez votre café le matin, vous tenez votre tasse en main, votre liquide se fait la malle et votre tasse se retrouve vide. Ça, c'est la physique quantique. C'est ce qu'on appelle la superfluidité. Il n'y a aucune violation de loi sur la conservation de l'énergie parce que tout se fait suite à l'énergie gravitationnelle. Aucun liquide ordinaire ne pourrait le faire parce qu'il faut que ce liquide soit superfluide, sinon il y a une viscosité qui empêche le liquide de grimper le long de la paroi. Ça n'est pas le cas d'un superfluide qui, lui, peut le faire. L'autre phénomène de physique quantique macroscopique dont on a déjà parlé hier, c'est la supraconductivité. Pour établir le lien entre les deux, la superfluidité et la supraconductivité sont des phénomènes très liés, presque identiques. C'est simplement que dans un supraconducteur, il y a la superfluidité de particules chargées, de sorte que l'on peut transporter des charges, c'est-à-dire de l'électricité, de façon superfluide, alors que lorsqu'il y a un liquide, tel que l'hélium liquide, c'est la masse qui est transportée de façon superfluide. Nous avons vu hier cette démonstration formidable du professeur Manhart qui nous a montré la supraconductivité en action. Je vous montre un autre exemple maintenant. Vous avez ici un aimant et en dessous, un disque supraconducteur. Ce que l'on observe, c'est la lévitation magnétique. Essayez ça chez vous avec quelques aimants, ça ne fonctionnera jamais. Les aimants s'attireront toujours les uns les autres, c'est la loi de l'attraction. Mais ici, lorsque l'aimant essaye de tomber, il provoque un courant dans ce disque. Dans n'importe quel autre matériau, ce courant mourrait, disparaîtrait et l'aimant tomberait. Mais dans un supraconducteur, ce courant peut durer pendant des jours, des mois, parce que c'est supraconducteur et que donc cet aimant flotte suite à ce courant de Foucault. Vous pouvez regarder ça à l'œil nu et vous constaterez des comportements dans la nature qui ne se produisent que parce que la mécanique quantique agit à une échelle macroscopique. Évidemment, ces phénomènes ont d'ores et déjà, des applications commerciales. La lévitation magnétique peut être utilisée pour la prochaine génération de trains à grande vitesse. On a déjà entendu dire hier que des aimants supraconducteurs sont utilisés pour l'imagerie par résonance magnétique. On a entendu parler de la capacité des câbles supraconducteurs à conduire des quantités gigantesques, à transporter des quantités gigantesques d'électricité. Avec les supraconducteurs, si l'on n'utilise pas les supraconducteurs partout, puisque c'est quand même assez formidable, on devrait les utiliser partout, mais si on ne le fait pas, c'est parce que la supraconductivité ne se produit qu'à des températures très basses. Les exigences cryogéniques, c'est-à-dire les exigences qui obligent à
refroidir les ordinateurs ou les puces d'ordinateurs jusqu'à ce que le métal devienne supraconducteur sont jusqu'ici prohibitives. Mais une excitation considérable a été enregistrée dans les années 80 lorsqu'on a découvert ou développé des supraconducteurs à haute température, comme on dit, puisque le comportement supraconducteur a été porté à 140 degrés Kelvin. C'est évidemment moins 130 ou 180 degrés centigrades. Les gens espéraient que peu après, on pourrait atteindre la supraconductivité à température ambiante, qui révolutionnerait véritablement la science et la technologie. Il n'en reste pas moins que la supraconductivité à haute température élevée n'a pas encore vu le jour. Elle continue à être considérée comme étant le Graal, le Saint Graal de la physique. Mais je voulais en parler, surtout pour les jeunes dans cette salle. Si vous entendez des gens dire que tout dans la physique ou dans la science a déjà été découvert, détrompez-vous, voilà le défi à relever. Si vous pouvez trouver le matériau qui se comporte de façon supraconductrice à température ambiante, vous aurez un impact considérable sur la société et la technologie. Je suis assez curieux et j'insisterai donc sur l'importance de cette question en disant que dans 100 ans, je serai mort. Si je pouvais revenir sur Terre, je poserais 5 questions. Et évidemment, je demanderai comment se porte ma famille et mes descendants. Mais il y a une question que je poserai volontiers, c'est qui a trouvé, est-ce que quelqu'un a trouvé la supraconductivité à température ambiante? Alors, ce dont je vais vous parler, c'est un peu en rapport avec cela, comme vous allez le voir dans l'heure qui suit. Je vous ai dit que ce que je voulais décrire dans mon discours, c'était des phénomènes quantiques macroscopiques où toutes les particules se comportent comme étant une seule grande onde. Je souligne par ce petit dessin pourquoi la supraconductivité est un effet d'onde. C'est un petit peu pour reprendre le même message que celui qui vous a été donné hier, mais sous une forme différente. Si vous avez des électrons qui circulent dans un fil, dans un câble, chaque câble a des imperfections, des impuretés, des défaillances, des défectuosités locales. Si vous voulez transporter l'électricité, par exemple, certains électrons vont être dispersés. Cette dispersion provoque des déperditions d'énergie. C'est la résistance ohmique. Mais si les électrons ne sont plus des particules, mais une seule et même grande onde, alors cette onde pourra passer autour de toutes les impuretés et donc circuler de façon beaucoup plus libre. C'est la raison pour laquelle la supraconductivité exige des ondes de matière macroscopiques dans la matière. Nous aimerions tous avoir des supraconducteurs à température ambiante. Nous ne savons pas s'ils existeront un jour. Personne n'a pu prouver qu'ils existeront. Et d'après moi, tant qu'on n'a pas prouvé que cela peut exister, il faut continuer à supposer qu'il n'existe pas. Et pour essayer de les découvrir, il faut comprendre le phénomène de supraconductivité du mieux possible parce que qui a la connaissance a le pouvoir et on peut ainsi se concentrer sur la recherche de nouveaux matériaux. Mais ces supraconducteurs sont très complexes. Voici la structure en cristal d'un supraconducteur à température élevée et toutes ces petites boules, ce sont des atomes de cuivre, d'oxygène, etc. C'est extrêmement complexe. Même avec les supraconducteurs les plus puissants aujourd'hui, il est hors de question, totalement hors de question, de calculer les propriétés d'un tel supraconducteur aussi compliqué que celui-ci à partir des premiers principes. Et même d'ici 10 ans, avec une amélioration, multiplication par 10 des capacités des ordinateurs, on n'y arrivera pas non plus. La seule possibilité de comprendre réellement un tel matériau consisterait à utiliser un ordinateur quantique, et c'est Rainer Blatt qui vous en parlera avant la fin de la semaine. Mais il y a une autre approche de la physique fondamentale, qui consiste à dire que s'il y a quelque chose d'important que l'on veut comprendre, et si le système étudié est trop complexe, il faut essayer de savoir quel est le système le plus simple que l'on peut utiliser pour mieux comprendre la superfluidité et la supraconductivité. Parce qu'avec un système simple, on a une chance de comprendre le mécanisme et donc d'améliorer notre
description de choses plus complexes. Quel est donc le système le plus simple permettant d'étudier la superfluidité ou la supraconductivité? Je vous rappelle que j'utilise superfluidité et supraconductivité de façon pratiquement synonyme parce que c'est au fond le même phénomène. Dans un cas, les particules sont neutres, dans l'autre, les particules sont chargées. Donc, quel est le système le plus simple? La réponse est un gaz dilué. Je crois que vous devriez réagir avec un certain étonnement. Un gaz dilué? Et je ne veux pas dire simplement un gaz dilué, mais un gaz très dilué. Un gaz 10 millions de fois plus, ou plutôt 1 million de fois plus dilué que l'air. Pratiquement rien. C'est la réalisation idéale par la nature d'un gaz idéal qui est connu depuis plus d'un siècle. Mais, c'est ce que la recherche a montré, ces gaz extrêmement dilués, 1 million de fois plus fins que l'air, peuvent se comporter comme des liquides, peuvent se comporter comme des solides, peuvent se comporter comme des aimants, peuvent se comporter comme des supraconducteurs, à condition qu'on les amène à des températures extrêmement basses, les températures les plus faibles jamais réalisées. Voici à peu près l'équation. La matière ordinaire, c'est ceci. Si vous travaillez avec de la matière à des densités qui sont des centaines de millions de fois plus diluées que ce morceau de bois, ça signifie que toutes les forces entre les atomes sont des centaines de millions de fois plus faibles. Mais si vous prenez ces gaz dilués à des centaines de millions de fois à des températures plus basses, vous aurez le même ratio d'énergie thermique et d'énergie d'interaction et de force. À ce moment-là, même un système très très dilué se comportera tel qu'un solide. Et donc, on pourra utiliser ces gaz extrêmement dilués pour étudier des phénomènes fort intéressants. Ce que l'on en retire, c'est que dans un gaz dilué, les atomes sont proches les uns des autres. C'est très difficile à expliquer de façon très théorique. Ces atomes sont séparés par des milliers de diamètres atomiques, ce qui est énorme pour le monde subatomique. Et ces atomes ne peuvent interagir que par des champs électriques faibles que nous connaissons bien. Donc, si vous mettez ensemble un matériau dilué, vous connaissez tous les ingrédients, vous connaissez toutes les forces en présence, le professeur Jamarki et d'autres peuvent mettre cela dans leurs ordinateurs et prévoir les propriétés de ces formes de matière. C'est la raison pour laquelle on veut étudier des phénomènes importants dans un régime très dilué, mais cela exige de passer à des températures extrêmement faibles. Eh bien, faisons ce voyage vers des températures très basses. Je voudrais vous rappeler ce qui se passe lorsque l'on refroidit la matière à des températures extrêmement basses. Vous savez tous que lorsque la température baisse, tout se ralentit. Au zéro absolu, tout s'arrête virtuellement. À des températures ordinaires telles qu'ici dans cette salle, les atomes et les molécules se déplacent à une vitesse d'un avion supersonique, à la vitesse du son. Si vous les ralentissez, ils se déplacent au ralenti. Ça, c'est un point important parce que ça signifie que les longueurs d'onde de De Broglie, les longueurs d'onde quantiques, deviennent, comme je vous le disais au début, beaucoup plus grandes. À température ambiante, les longueurs d'onde de Broglie, les longueurs d'onde des molécules de la matière sont de 10 puissance moins 10 mètres. C'est plus petit que le diamètre d'un atome. Le comportement quantique n'a donc pas d'incidence sur le mouvement des molécules puisque le régime quantique est vraiment limité à la taille d'un atome. Mais à faible température, dont je voudrais vous parler, cela devient beaucoup plus grand. Et le micron, c'est vraiment énorme. C'est plus important que la longueur d'onde de la lumière. Ça signifie que en utilisant la lumière et le microscope, on peut tout d'un coup voir les ondes quantiques et voir comment cela détermine le comportement de la matière.
Mais il ne s'agit pas simplement de tout faire se déplacer au ralenti. Ce serait sympa, évidemment, que d'avoir le gaz qui se déplace le plus lentement au monde. Mais ce serait au fond les mêmes règles de physique plus lentes. Ce qui est important, c'est qu'à des températures très faibles, à des nanokelvin, il y a ce qu'on appelle la transition de phase. La matière change radicalement de comportement et toutes les particules commencent à marcher à l'unisson. J'aime bien ce petit dessin. C'est étonnant ce qu'un bon artiste peut décrire dans un seul dessin. Vous voyez ici des atomes et des molécules normales, chaudes, qui se déplacent aléatoirement. Et puis vous voyez ici, dans ce condensat de Bose-Einstein que j'expliquerai dans un instant, vous voyez ces particules qui, très nombreuses, avancent désormais au pas de loi, si j'ose dire, à l'unisson, en formant une onde quantique. L'artiste a vraiment prêté attention aux détails. Regardez ces visages ici. Ils sont absolument identiques. Et ça, c'est très important. Les particules ne peuvent former une seule onde que si elles sont indissociables. Vous et votre voisin, vous ne pourriez pas former une onde parce qu'on peut vous distinguer. Peut-être ça marcherait avec votre frère jumeau, mais à condition de porter les mêmes habits. Il faut être absolument impossible à dissocier si vous voulez former une onde quantique. Et heureusement pour les électrons, les quarks et les atomes, c'est le cas. Tous les atomes de la même variété chimique se présentent exactement de la même manière et se ressemblent absolument. Mais chaque fois que l'on essaye de dépeindre un phénomène physique, on se trompe toujours un tout petit peu. Ce qui est erroné ici, c'est que ces particules devraient former une onde et donc elles devraient être délocalisées en quelque sorte. On ne devrait plus voir de particules individuelles. C'est comme ça que moi je représentais les choses, mais je dois vous l'avouer, ce dessin n'est pas aussi beau que le précédent. Je prendrai donc une analogie maintenant. Lorsque les particules se refroidissent beaucoup, je viens de vous le dire, lorsqu'il y a ralentissement, pratiquement immédiatement et brutalement, il y aura formation d'une seule onde qui marchera à l'unisson. Eh bien, cette onde partagera beaucoup de propriétés avec la lumière laser. Vous savez tous qu'il y a une différence fondamentale entre la lumière ordinaire et la lumière émise par un laser. Lorsque mes enfants avaient 10 ans et que je leur expliquais ce que faisait leur père, je leur disais, vous connaissez la différence entre une ampoule et la lumière laser. Et mon fils a dit, oui, je sais, la lumière laser est plus froide. Et je lui ai dit, oui, c'est exactement ça. Moi, ce que je voulais expliquer, c'est que la lumière laser est cohérente, qu'elle a des photons identiques, qu'elle a un grand champ électromagnétique. Mais froid, c'est le mot à choisir. Il y a une différence fondamentale, même si on n'utilise pas de termes techniques pour présenter cette différence. Eh bien, cette différence, c'était la même lorsque il y a des particules qui commencent à défiler au pas. Là, les photons sont émis de façon aléatoire et les particules se déplacent de façon aléatoire. Mais ici, toutes les particules forment une seule grande onde quantique de la même manière que les photons du champ électromagnétique peuplent une grande onde électromagnétique macroscopique. Je vais donc continuer à parler un petit peu plus de ces particules qui défilent à l'unisson en revenant sur cette notion de condensat de Bose-Einstein. Mais si vous voulez savoir en une phrase ce que sont les condensats de Bose-Einstein, je vais vous le dire. C'est de la matière ayant les propriétés de la lumière laser. Donc vous faites en sorte que les atomes se comportent comme un faisceau laser. Et c'est cela, la condensation Bose-Einstein. Puisqu'on a parlé d'ondes quantiques, je voulais vous donner une troisième description de ce qui se passe lorsqu'on prend un gaz et on le refroidit à des températures extrêmement basses. Je vous ai dit, à température ambiante, les particules ou les molécules, comme les molécules, comme les molécules d'oxygène et d'azote dans l'air que nous respirons, se comportent comme des particules.
parce que la taille de la longueur d'onde de Broglie est inférieure à celle de la molécule. Donc je ne peux pas le dessiner. Donc on dit simplement que les particules ont une position, une vélocité. Et ça, c'est une description tout à fait classique de ce qui se passe. Mais plus la matière devient froide, plus il nous faut décrire ces particules en faisant des ondes. Les particules sont délocalisées le long de la longueur d'onde de l'onde quantique. Et si on refroidit de plus en plus, ces ondes s'allongent de plus en plus. Et quand on arrive au point où les atomes avoisinants se chevauchent les uns les autres parce que la longueur d'onde est supérieure à la distance entre les atomes, ici, à ce moment-là, toutes les ondes individuelles se synchronisent et le système devient une onde de matière où toutes les particules marchent au pas cadencé. Donc, vous vous rappelez ce dessin où vous aviez ces particules qui marchaient au pas cadencé, vous aviez les bleus et les autres étaient en couleur et qui se promenaient de façon aléatoire. Ce phénomène, ça a été prédit par deux physiciens célèbres en 1925, Bose et Einstein, comme le professeur Djamarki l'a expliqué. Il a fallu attendre 70 ans après que c'était dit pour réaliser cela en laboratoire, ce qui montre que ce n'était pas une tâche aisée, loin s'en faut. Mais pour une autre raison aussi, jusqu'en 1995, on n'avait pas de méthode pour parvenir à ces températures extrêmement basses pour pouvoir observer ce genre de phénomène. Les températures, ce sont des températures en nanokelvin à des milliardièmes de degrés Kelvin de zéro absolu. Alors comment rendre la matière aussi froide? Comment y arriver? Il y a deux systèmes de refroidissement qu'on utilise dans les laboratoires un peu partout dans le monde. La première méthode de refroidissement, c'est un refroidissement au laser. C'est assez extraordinaire comme méthode, comme système. Si vous prenez des faisceaux laser et vous les faites rebondir sur une matière, que se passe-t-il à ce moment-là? Est-ce que ces faisceaux laser vont refroidir ou est-ce qu'ils vont réchauffer? Alors, je peux me rendre dans mon laboratoire, mettre ma main dans un faisceau de laser et j'ai jamais ressenti le froid. Ma peau a été brûlée, mais j'ai jamais ressenti le froid. Donc, les lasers distribuent de l'énergie parce que la lumière est absorbée. Mais les atomes, c'est quelque chose de très particulier. L'atome ne peut pas garder le photon avec une probabilité à 100%. Il va falloir réémettre le photon. Donc, les atomes ne peuvent pas absorber la lumière, peuvent absorber la lumière pendant un tout petit laps de temps et ensuite doivent la réémettre, cette lumière. Donc, les atomes ne peuvent pas absorber l'énergie, sauf s'il y a une différence entre l'énergie du photon absorbé et réémis. Donc si on part du principe que la lumière qui est émise par l'atome a une fréquence plus élevée, où elle a été s'est déplacée vers le bleu parce que je vous montre une lumière rouge et si la lumière est plutôt jaunâtre, la fréquence est plus élevée et donc le photon a une énergie plus élevée, ce qui signifie qu'à chaque fois qu'un atome absorbe et réémet ce photon, il irradie un peu plus d'énergie et cette énergie est enlevée à l'énergie cinétique de l'atome. Et c'est pour cette raison que les atomes se refroidissent de plus en plus. Et si vous pensez que c'est extrêmement compliqué d'obtenir un déplacement de fréquence, eh bien, c'est très facile. Il y a plusieurs mécanismes pour y arriver. Eh bien, la façon la plus simple de procéder, c'est par effet Doppler. Vous savez, vous vous rappelez les locomotives à vapeur, il y avait un sifflet et ça devenait de plus en plus strident au fur et à mesure que le train se rapprochait de vous et ça devenait moins strident au fur et à mesure que le train s'éloignait. Et c'est le même phénomène avec l'effet Doppler. Il y a un déplacement de la lumière et c'est comme ça que vous pouvez obtenir des atomes assez froids, niveau Kelvin, qui sont 1 million de fois plus froids
que dans l'espace interstellaire, mais pas assez froid pour une condensation Bose-Einstein, pas assez froid pour qu'on puisse observer des phénomènes quantiques. Mais le refroidissement au laser, c'est quelque chose d'extraordinaire et ça a vraiment révolutionné les techniques que nous avons utilisées en physique atomique et cela dans les laboratoires du monde entier. Ces trois pionniers du refroidissement au laser se sont vus décerner pour leurs efforts le prix Nobel en 2007. Comme je vous ai expliqué, je travaille sur le refroidissement au laser, mais nous avons besoin d'un autre système pour arriver à ces températures extrêmement basses. C'est assez facile à comprendre, à expliquer. On a déjà parlé de votre tasse de café. On va reparler du café, mais de façon différente. À savoir, on va parler de façon scientifique. Pourquoi est-ce que le café se refroidit lorsque vous le buvez, ce café? Il se refroidit en raison de ce phénomène de refroidissement par évaporation. Quand vous buvez votre tasse de café, il y a un peu de vapeur qui se dégage de votre tasse de café. Ce sont des molécules d'eau qui sont extrêmement énergiques, suffisamment énergiques pour pouvoir sauter du liquide et s'échapper sous forme de vapeur. Donc ces molécules les plus énergiques s'échappent en tant que vapeur. Ça veut dire que les molécules qui restent dans votre tasse de café ont en moyenne moins d'énergie et donc elles sont plus froides. Donc c'est comme cela que la tasse de café se refroidit. Et si vous devez précipiter au bureau et vous devez boire votre tasse de café rapidement, vous soufflez dessus, c'est ce qu'on appelle l'évaporation forcée. Donc, vous comprenez comme cela qu'on arrive à faire de la condensation Bose-Einstein. Donc, on a des atomes refroidis au laser, c'est la partie compliquée. Bon, maintenant, il faut les mettre dans la tasse. Il faut les placer dans un conteneur. Mais il n'y a pas de conteneur qui nous permette justement de garder ces atomes au froid. Donc on utilise un conteneur invisible, un conteneur fait de champs magnétiques. Comme nos atomes sont des petits aimants eux-mêmes, donc on les entoure d'un champ magnétique et c'est quasiment un conteneur avec des parois magnétiques et il n'y a pas de température parce que ce sont des champs magnétiques, donc il n'y a rien à refroidir. Le conteneur existe et garde les atomes ensemble. Et ensuite, nous faisons exactement ce que je vous avais expliqué dans votre tasse de café, c'est-à-dire que les particules les plus énergiques, on les laisse s'échapper, on leur permet de s'échapper. Bon, là, ça va être un petit peu moins précis. On va souffler un petit peu sur ces particules avec des micro-ondes et des ondes radio. Et en fait, c'est une autre façon d'obtenir une évaporation forcée. C'est beaucoup plus efficace que ce qui se produit dans votre tasse de café. Et c'est ainsi que nous arrivons à ces températures extrêmement basses. Et on peut refroidir à des températures très basses. Si vous voulez y réfléchir et voir ce qu'on a réussi à faire, vous pouvez parcourir la littérature scientifique. En général, on ne publie pas dans le livre Guinness des records, mais ils ont trouvé nos résultats. C'est quand nous avions amélioré nos systèmes de refroidissement, on a réussi à refroidir le gaz à moins d'un nanokelvin, donc un milliardième de degré proche du degré du zéro absolu. Alors, je vous expliquais un petit peu comment nous refroidissions ces gaz, mais ça c'est une chose et on va passer à autre chose. Comment est-ce que cela marche? Comment est-ce qu'on sait que c'est plus froid que n'importe quoi d'autre? Comment est-ce qu'on peut constater cette condensation Bose-Einstein? Comment y arriver? Comment la réaliser cette condensation? Il faut construire une machine, voilà. C'est une chambre à vide et tout se fait dans cette chambre à vide qui est entourée d'optiques, d'électronique, de systèmes de refroidissement d'eau. On a l'impression vraiment qu'on est dans un cachot expérimental et vous voyez les jeunes, deux diplômés, deux étudiants qui nous permettent de réaliser ce genre de choses. On a besoin de lumière laser, on ne voit ces atomes que grâce à la lumière laser. On a besoin de lumière laser pour refroidir le tout et c'est pour cette raison qu'on a l'impression d'être au son et lumière et je suis toujours ravie quand je me rends au laboratoire de voir ce genre de choses. Je suis vraiment époustouflée par ce que je vois, c'est très élégant, ça c'est une
une lumière laser jaune. Le jaune, c'est la couleur du sodium. Si vous mettez du sel dans une flamme de Bunsen, eh bien, vous verrez une flamme jaunâtre. Et qu'est-ce qui rend une flamme rouge? Vous avez une idée? Pour obtenir une flamme rouge, du lithium, un autre alcalin. Et comme nous utilisons du lithium dans notre travail avec du sodium, on a besoin également de laser rouge pour parler aux atomes de lithium. Et la lumière verte que vous voyez ici, eh bien, c'est pour d'autres effets spéciaux. On verra cela par la suite. Mais c'est vraiment très joli de voir ces trois lumières laser ensemble. Bon, nous en revenons à nos condensations. Imaginez que vous venez de produire, enfin vous pensez avoir produit le gaz le plus froid de l'univers, mais manque de chance, il se trouve dans cette chambre à vide de cette taille, tenue par des bobines magnétiques, et voilà à quoi ça ressemble. C'est inférieur à 1 millimètre. On est en train de parler de l'épaisseur d'un cheveu humain, et vous avez l'impression que c'est très très froid. Comment vous allez mesurer la température? Il n'y a pas de thermomètre que vous allez pouvoir utiliser pour voir la température. Il faut en revenir à la physique fondamentale et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir déterminer que le gaz est à une température extrêmement froide. Et il nous faut en revenir à la signification scientifique de la température. C'est une énergie. Dans le gaz, c'est une énergie cinétique, c'est un mouvement. Donc, si vous voulez mesurer la température du gaz, vous prenez votre conteneur, vous le mettez dans une chambre à vide et vous faites un trou dans votre conteneur, le gaz va s'échapper. Et si vous utilisez un système d'observation stroboscopique, vous allez pouvoir mesurer à quelle vitesse les atomes se déplacent. Vous pouvez déterminer ensuite la vélocité. La vélocité va vous donner l'énergie cinétique et cela va vous donner la température. Donc, sans le moindre doute. Alors, je vais vous expliquer comment nous avons utilisé ce concept dans nos expériences. C'est encore plus simple. Rappelez-vous une chose, qu'on n'a pas de conteneur matériel. Les atomes se retrouvent dans ce conteneur de champs magnétiques, constitué de champs magnétiques. Et si nous débranchons le courant de nos bobines, de nos aimants, il n'y aura plus de conteneur. Donc, tout à coup, on se retrouve avec un gaz qui est tout à fait libre, sans conteneur. Et donc, le gaz va tomber conformément au loi de la gravité, mais il va en plus se développer en raison de la vélocité thermique. Donc, si vous regardez la taille de ce nuage, plus c'est important, plus la température est élevée. Si le nuage est 2 fois plus important, après un laps de temps d'expansion, ça 2 fois la vélocité et donc 4 fois l'énergie cinétique et donc la température est 4 fois plus élevée. Donc, quand on illumine les atomes à la lumière laser, les atomes nous donnent une ombre et on peut observer l'ombre de ce nuage avec une caméra numérique et on peut mesurer la température avec une règle. On détermine la taille de l'ombre. Donc, on la met au carré et cela nous donne une mesure absolue de la température. Donc, la prochaine animation est assez spectaculaire, assez dramatique. Vous allez voir la deuxième fois où nous avons pu observer les condensations Bose-Einstein en 1995 dans notre laboratoire. Je veux m'assurer que vous allez comprendre ce que vous allez voir dans cette animation. Donc, on a pris ce gaz, on l'a refroidi au laser. Il se trouve dans son conteneur à champ magnétique. On enlève les champs magnétiques. Il y a expansion. On prend un cliché de l'ombre de ce nuage et ces atomes, bien, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et puis la pompe est en train de les aspirer de la chambre à vide. Mais dans les 30 secondes qui suivent, on reprend des atomes, d'autres atomes, on les refroidit, mais cette fois-ci, on va souffler dessus avec des micro-ondes, un petit peu comme on souffle la tasse de café. On souffle un peu plus fort et ces atomes sont un peu plus froids et on reprend un cliché de l'ombre. À quoi ressemble cette ombre de ce deuxième lot d'atomes? La température est un peu plus froide, un peu plus basse, donc l'ombre est un peu plus petite. Donc je vais vous montrer une série d'images où on souffle de plus en plus fort et on réduit la température de ce nuage.
Donc vous voyez comment l'ombre est en train de se rétrécir. Il y a refroidissement, il n'y a pas seulement rétrécissement de l'ombre, mais il y a autre chose qui est en train de se produire, quelque chose de remarquable. Tout à coup, il y a un cœur au centre, un cœur elliptique dans ce nuage qui était parfaitement rond. On va revoir la chose se faire. Donc le nuage est parfaitement rond, est en train de se rétrécir. Ça, ce sont les gaz normaux chauds et on voit ce cœur qui est en train de se créer. Ce sont ces particules bleues opaques à danser. Ça, c'est la condensation Bose-Einstein. Vous voyez les bleus qui sont tout à fait séparés, à part des autres colorés. Et ce que vous avez vu, c'est la transition de phase vers une nouvelle forme de matière où toutes les particules marchent au pas cadencé. It is not the magnetism. Non, ce n'est pas par effet de magnétisme. La question a été posée, est-ce qu'il y a un changement de magnétisme? La seule chose qui s'est produite ici, c'est que les ondes de Broglie d'atomes individuels en s'allongeant, il y a chevauchement, il y a synchronisation et il n'y a pas cadencé, ils deviennent une onde de matière. Ça n'a rien à voir avec le magnétisme, c'est simplement la caractéristique des ondes de Broglie et la température basse. The question is there... Répète la question, est-ce qu'il y a une force derrière ce phénomène? Le phénomène en lui-même ne dépend pas des forces des atomes. Évidemment, pour que le gaz se refroidisse, il vous faut un équilibre thermique et ceci se produit parce que les particules dans le gaz sont en collision et c'est comme cela qu'ils se retrouvent tous à la même température. Donc les collisions, les forces, vous n'en avez pas besoin pour pouvoir obtenir ce phénomène de condensation Bose-Einstein, mais il faut qu'il y en ait pour que les atomes puissent être tous décrits à la même température. Donc, il y a encore une dernière chose à vous expliquer, et c'est vraiment la chose la plus remarquable. Il y a un changement de symétrie. Le nuage était sphérique, parfaitement sphérique à température élevée, et tout à coup est devenu elliptique. Et si quelque chose se produit soudainement, c'est ce qui caractérise la transition de phase. Il y a un changement de propriété, un petit peu comme quand l'eau gèle et devient de la glace. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Alors, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, que je ne vous ai pas encore dite, à savoir que nos conteneurs magnétiques n'est pas rond, notre conteneur magnétique est elliptique. C'est beaucoup plus simple de créer un conteneur magnétique qui soit elliptique. Mais si vous avez affaire à un gaz ordinaire avec des particules en train de se déplacer de façon aléatoire dans toutes les directions, quand vous les laissez s'échapper, ils partent dans toutes les directions et le nuage est toujours sphérique, peu importe si le conteneur était rond ou allongé. Et c'est ce que vous avez constaté. Mais je simplifie un petit peu. Mais la condensation Bose-Einstein, c'est une onde qui reprend la forme du conteneur. Et si le conteneur est elliptique, à ce moment-là, vous allez retrouver une forme elliptique. Alors, on peut pousser le bouchon encore plus loin, puisqu'avec une technique, on arrive à disperser ces atomes de lumière et on peut observer le nuage qui est un condensat de Bose-Einstein sans qu'il y ait expansion. Donc on est en train d'observer le système dans le piège magnétique. Et ce qu'on a fait ici, c'est qu'on lui a donné un coup magnétique et maintenant les atomes sont en train de s'allonger, de se rétrécir et d'osciller. C'est ce qu'on constate en haut. Et ce que nous observons ici, c'est l'évolution dynamique de la fonction d'onde. Lorsque je regarde ces images, pour moi, la fonction de l'onde quantique, c'est quelque chose de nouveau parce qu'on peut le voir et on peut faire fonctionner notre laser et observer cela. Et en utilisant la fonction de l'onde, on peut simuler le comportement que vous observez en haut de l'écran. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Comment est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on ne vous dit pas que vous êtes en train de détruire cette fonction d'onde quand vous l'observez?
selon les principes d'Heisenberg, oui, mais cela s'applique à une seule particule. Ce que vous constatez ici, c'est la fonction d'une seule particule multipliée par 10 millions, parce que 10 millions d'atomes ont la même fonction d'onde. Et à chaque fois qu'on regarde ces atomes, on est en train de déranger quelques milliers d'atomes, mais il y en a un million. Donc les autres atomes qui n'ont pas été dérangés continuent à danser, continue à cette évolution dynamique. Donc ici, dans chaque image, on observe beaucoup de fonctions d'onde simultanément et on est en train de répéter une million de fois cette observation de particules. Et quand on a une occupation macroscopique, quand vous avez des millions d'atomes qui ont cette fonction d'onde, nous pouvons l'observer. Alors peut-être mes confrères ne sont pas tout à fait d'accord, mais pour moi, cette fonction d'onde est tout aussi vraie, aussi réelle que ce que vous voyez apparaître à l'écran. Bon. Mais vous êtes peut-être un petit peu déçus. Je vous ai montré ces particules en train de marcher au pas cadencé. Je vous ai dit que j'allais vous montrer ces condensats Bose-Einstein. Et tout ce que vous avez vu, c'est une éclipse. C'est très joli, mais peut-être que vous en voulez davantage. Vous avez encore faim. Vous voulez vraiment voir ces particules avancer au pas cadencé. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, je vais traduire un petit peu. Qu'est-ce que cela signifie lorsque ces particules, ces atomes marchent au pas cadencé d'un point de vue physique quantique? C'est une seule vague. Ils sont cohérents, ils oscillent ensemble d'un point de vue quantique dans la même phase. Donc je vais vous montrer comment nous avons pu observer la façon dont ces particules, toutes ces particules forment cette vague unique. Alors, on va commencer par une expérience où vous n'allez pas avoir de propriété d'onde. Alors, je sais que le professeur Manhart nous a expliqué que tout est une onde, vous êtes une onde, je suis une onde, mais il y a bien des situations où la nature de l'onde n'apparaît pas, et je vais vous montrer un exemple. L'exemple de la peinture rouge où il n'y aura pas d'apparence d'onde. Si nous balançons de la peinture rouge sur un mur blanc, on a un point rouge. Et si on prend de nouveau de la peinture rouge et s'il y a chevauchement de ces deux points rouges, on voit que de la peinture rouge, plus de la peinture rouge, ça nous donne une peinture rouge un peu plus sombre. Mais on va remplacer la peinture rouge par des faisceaux de laser rouge, c'est-à-dire des photons qui sont en train de marcher au pas cadencé. C'est une onde gigantesque et s'il y a chevauchement de ces deux faisceaux de laser rouge, on voit ce phénomène d'interférence, on voit ce motif de clair, de sombre, et dans cette région où il y a du sombre, on observe que la lumière plus la lumière nous donne un effet de sombre parce qu'un champ magnétique positif et un champ magnétique négatif nous donnent zéro. On étudie des tourbillons, des ronds dans l'eau. Si on jette des pierres dans l'eau, dans le lac de Genève, il y aura des ondes circulaires. Lorsqu'il y a chevauchement de ces ondes circulaires, on se retrouve avec une vague montante et donc il y a des parties en surface du lac qui sont arrêtées. Le mouvement plus le mouvement, eh bien ça vous donne un arrêt de mouvement parce que le positif et le négatif, ça peut vous donner un zéro. Donc maintenant, on veut la même chose, la même expérience avec cette onde macroscopique, avec un condensat Bose-Einstein, deux taches de peinture, deux faisceaux de laser. Donc on a pris ce condensat et avec ce faisceau de laser, on a pu couper en deux morceaux. Avec cela, on va faire l'expérience suivante. On a deux condensats Bose-Einstein reliés par des champs magnétiques et par le faisceau laser. Et ensuite, on débranche tout. Donc on se retrouve avec deux nuages gazeux qui vont chuter
en raison des lois de la gravité, mais les atomes vont se repousser en raison des forces répulsives, donc les nuages vont s'agrandir et il y aura chevauchement des nuages. On prend une photo de nuages et on se pose la question de savoir si ces deux gaz ressembleront à de la peinture rouge ou à deux faisceaux laser. Et ça, c'est le cliché de l'ombre. Donc, ça a l'air un peu bruyant parce qu'on a utilisé niveau de lumière très faible et on voit ce motif qui se dégage. On voit la partie claire, la partie sombre. Et là où c'est sombre, c'est là où les atomes ont leur ombre. Mais entre les parties sombres, il n'y a pas d'atomes. Donc ce que vous observez ici, c'est le résultat de l'équation de la matière plus de la matière, ça vous donne rien parce que l'onde positive de matière et l'onde négative de matière peuvent donner un zéro. Ah, vous allez trouver ça extraordinaire, mais c'est exactement la même physique que je vous ai décrite avec les faisceaux laser, avec les ondes électromagnétiques, avec les ondes d'eau. C'est exactement les mêmes principes de physique qui s'appliquent, mais cela montre simplement que ces millions de particules dans nos nuages gazeux ont les mêmes propriétés que celles de la lumière laser. Et en fin de compte, on appelle ça un atome, le laser, c'est la même chose qu'un laser optique. Et quand vous voyez décerner un prix Nobel et quand vous rendrez à Stockholm, c'est le plus beau jour de la vie. Vous êtes logé dans le plus bel hôtel de la ville. On vous envoie un chauffeur avec une très belle voiture qui est à votre disposition pour toute la semaine. Vous dînez avec le roi et la reine. On vous offre une médaille d'or. Mais ce qui est aussi très, très particulier, c'est que le prix Nobel, c'est une œuvre d'art, c'est un artiste qui dessine votre œuvre. Et voici mon diplôme, vous voyez le condensat Bose-Einstein coupé par le faisceau laser en deux parties et les atomes sont des petites boules, mais également des ondes indiquées par ces ondes jaunes parce que c'est la couleur du sodium. Et ici, vous avez ce motif d'interférence. C'est ce que je vous ai montré sur la diapo précédente. Alors, on va encore pousser le bouchon un peu plus loin. Je vous ai montré que ces atomes se comportaient comme une grande onde quantique. Ils sont tout à fait semblables, analogues à la lumière laser. Mais je vous ai dit également que ces atomes sont superfluides, comme les électrons dans un supraconducteur. Et maintenant, nous allons constater qu'ils sont vraiment superfluides. On va montrer qu'ils peuvent se déplacer. Quand ils se déplacent, ils se comportent toujours comme des ondes. Now, it would be nice. Évidemment, ce serait très intéressant de remplir sa baignoire avec des condensats de Bose-Einstein et de passer la main en ne sentant aucune résistance. Ce serait une manifestation extraordinaire de la suprafluidité. Mais il faudrait porter évidemment des gants très épais parce que c'est très froid, les superfluides. Dans des grandes baignoires, on n'a que des petites quantités. Donc, on provoque des mouvements, non pas des mouvements linéaires, mais des mouvements de rotation. Avec un mouvement rotatif, c'est quelque chose de très particulier dans la mécanique quantique. Ça, c'était une petite remarque à l'intention des experts dans le public. Mais la rotation, c'est donc quelque chose de tout à fait spécial parce que si vous voyez un fluide en rotation, vous pouvez immédiatement dire si c'est un superfluide ou si c'est un fluide normal. Si vous procédez à une rotation dans un seau d'eau, il y a rotation avec le seau. C'est ce qu'on appelle la rotation des corps solides, ou rigides plutôt. Tout bouge. Lorsque je fais une rotation, tout bouge avec moi dans la rotation. J'étais sur le point de vous dire, essayez avec un superfluide, mais vous aurez du mal. Les superfluides, ça ne sont pas les particules qui se déplacent. Vous l'avez déjà vu à votre œil nu. Ce sont des ondes macroscopiques. Lorsque une onde doit se déplacer en cercle, elle ne peut pas faire ce que l'eau ou une particule ordinaire fait. Elle se déplace et elle fait apparaître des petits vortex, des petits tourbillons. Je vais vous le montrer à nouveau avec une image
ondes de Broglie. Nous sommes tous d'accord pour dire que les particules se comportent comme des ondes. Et les lois de la mécanique quantique exigent que les particules sous forme d'ondes, lorsqu'elles circulent en cercle, l'onde doit se fermer. En d'autres termes, il faut un nombre particulier de longueurs d'onde pour circuler sur la conférence. La petite amie d'un de mes étudiants était très artistique. Elle était inspirée par cette image d'une onde fermant la boucle. Et voici le dessin qu'elle a produit. C'est un serpent quantique qui est en boucle en quelque sorte. Tout ce qu'il lui faut faire, c'est obéir aux lois de la physique quantique, c'est-à-dire mordre sa propre queue. Et à ce moment-là, le cercle et la boucle est bouclée. Vous voyez que le serpent ainsi dessiné apprécie ça beaucoup. Immédiatement, ce que cela signifie, au passage un petit rappel, plus les particules se déplacent rapidement, et si vous avez une rotation où les particules doivent aller plus vite qu'à l'intérieur, ça signifie que la longueur d'onde de Broglie, plus elle est rapide, plus la longueur d'onde est courte. Eh bien, mettons les deux choses ensemble. Lorsque une onde tourne en rond, il faut un nombre intentionnel de longueur d'onde de Broglie par circonférence. Dans un seau d'eau, lorsque l'on va vers l'extérieur, la vitesse augmente, ligne violette, en fonction de la distance. Ça, c'est la rotation normale. Mais pour les superfluides, pour les fluides quantiques ou pour les ondes de matière, ça n'est pas possible. La vitesse ne peut augmenter que par échelon. Une longueur d'onde de matière, deux longueurs d'onde de matière, etc. On s'attend donc à ce que un condensat de Bose-Einstein en rotation, un superfluide en rotation, présenterait une circularité avec des cercles concentriques et on passe d'un cercle à l'autre en fonction de la vitesse imposée. Ce serait possible en théorie, mais la nature est intelligente. Elle a constaté qu'il y avait une meilleure manière de tenir compte du caractère ondulatoire, c'est de ne pas avoir justement ces formes concentriques cylindriques, mais d'avoir plutôt des singularités sous forme de petites pastilles. En d'autres termes, ces surfaces se fractionnent et le superfluide présente tout d'un coup un grand nombre de lignes. Chacune de ces lignes est un tourbillon, un vortex miniaturisé, une version quantique en quelque sorte de ce que l'on observe à l'échelle macroscopique dans la nature ou ce que l'on observe à plus petite échelle chez vous. Voilà comment les ondes doivent tourner. Les ondes ne peuvent pas, ça leur est interdit, de connaître une rotation telle que l'eau. Les ondes ne peuvent provoquer ou entrer en rotation qu'en créant ces petits tourbillons, ces vortex quantiques. Vous connaissez déjà cette image de ce nuage et je vous ai montré les lumières vertes dans ces images de laboratoire parce qu'on avait utilisé des faisceaux laser verts et lorsque les faisceaux laser sont mécaniquement mis en rotation autour de ce nuage, eh bien l'ensemble du nuage est entraîné dans cette rotation. Et lorsqu'il y a cette rotation, voici à quoi ressemble le nuage. Voici l'image d'un nuage en rotation. Chacune de ces petites pastilles blanches signifie qu'il y a un tunnel, en quelque sorte, qui est un mini-vortex, un mini-tourbillon. En tant que physicien, cela nous apprend que le système se déplace sous forme ondulatoire et que c'est donc un superfluide. Il faut que vous compreniez bien que je vous ai fait pénétrer dans le monde quantique, mais un monde quantique où on peut voir des choses. Ça, ce sont des images pratiquement microscopiques de l'échelle d'1 millimètre. Vous pouvez rentrer chez vous, dire à vos enfants ou à vos parents ou à vos conjoints que vous avez vu ce soir un type, moi, qui vous a montré quelque chose de tout à fait singulier. Il a parlé de nuages gazeux qui, une fois rassemblés, ressemblaient à un zèbre quand ce nuage était mis en rotation. Ça, c'est tout de même remarquable.
Mais ça vous montre les lois de la mécanique quantique, le comportement ondulatoire de la matière de façon tout à fait spectaculaire. Qu'est-ce qui me reste comme temps? 15 minutes? Parfait. Je voudrais boucler la boucle à mon tour, c'est-à-dire revenir à la supraconductivité en vous demandant quelles sont les particules au monde qui sont les plus importantes. D'après moi, c'est l'électron, parce que l'électron est responsable de la conduction de l'électricité. C'est l'électron qui se déplace dans vos puces électroniques d'ordinateur. C'est l'électron qui fait en sorte que nos téléphones portables et nos ordinateurs fonctionnent. Donc, la question qui se pose est de savoir est-ce que l'on pourrait faire en sorte qu'un grand nombre d'électrons se comportent de la sorte, qu'un grand nombre d'électrons dans votre téléphone cellulaire, par exemple, se comportent comme une grande onde quantique. C'est la question sur laquelle j'aimerais revenir maintenant. Est-ce que les électrons peuvent devenir superfluides lorsqu'ils viennent d'un condensat de Bose-Einstein? À ce stade, il faut que je vous dise quelque chose que je vous dissimule jusqu'ici. C'est-à-dire que toutes les particules ne peuvent pas devenir des condensats de Bose-Einstein à température très faible. Il y a deux types de particules dans la nature que nous appelons les bosons et les fermions. Je sais que je ne rends pas justice au professeur Gross qui travaille à des énergies très élevées, mais dans le monde des faibles énergies, je peux simplifier les choses. Il n'y a pas de quark, il n'y a pas de particules exotiques, particulières. Tout le monde a faibles énergies. Notre monde se compose d'électrons, de protons et de neutrons. Et on peut classifier toutes les particules en comptant le nombre d'éléments constitutifs. S'il y a un nombre pair, on les appelle des bosons. Si les particules contiennent un nombre impair d'électrons par neutron, on les appelle des fermions. Seuls les bosons peuvent former des condensats de Bose-Einstein, comme le nom le dit déjà. Les fermions sont très différents. Je vous explique la différence entre les deux en vous montrant un autre dessin de la petite amie d'un de mes étudiants, toujours. Voici le dessin. Ici, vous avez la nature des bosons. Les bosons aiment danser, et danser, ça signifie se comporter de façon ondulatoire, être quantique. Avec cette échelle, cet escalier qui mène à des énergies plus élevées. Les bosons veulent toujours descendre l'escalier, c'est-à-dire se retrouver en bas de l'échelle, là où il y a les énergies les moins élevées, et procéder à leur danse superfluide. Vous reconnaissez évidemment qu'il y a quelque chose de faux. Il n'y a pas de visage identique sur ce dessin, mais vous le savez que seules les particules indissociables les unes des autres peuvent former des condensats de Bose-Einstein. Et les fermions, comment se comportent-ils? Eh bien, la vie est ennuyeuse. Ce sont des perdants, ce sont des losers. Chacun veut être sur une marche de l'escalier. Ils ne peuvent pas se rassembler. Et d'ailleurs, vous reconnaissez peut-être quelques similitudes avec le système périodique des éléments, le tableau périodique des éléments, où chaque électron doit être dans sa propre petite case, sa propre petite orbite. C'est le principe. Les fermions doivent rester éloignés les uns des autres. Donc, ils ne s'amusent pas, ils ne dansent pas, ils ne sont pas heureux. Pas de condensat de Bose-Einstein. Mais on peut peut-être les aider. Un électron, c'est un nombre impair. Mais si deux électrons forment une paire, c'est un nombre pair. Les paires d'électrons peuvent former des condensats de Bose-Einstein à condition de s'apparier. Pour que les électrons s'apparient, il faut prendre des électrons avec un spin vers le haut et l'autre avec un spin qui va vers le bas. Si l'on a deux types d'électrons différents, certains qui montent vers le haut, l'autre qui vont vers le bas, je peux les appeler rouge et bleu ou bien homme-femme, eh bien ces électrons peuvent s'apparier et s'ils le font, ils peuvent commencer à danser et former des condensats de Bose-Einstein. Ce qui est très important dans ce contexte, c'est de voir qu'il y a deux types de danse.
la danse classique, où vous voyez vraiment ces deux particules, ces deux personnes qui forment un couple. Ça, c'est facile à comprendre, facile à décrire. Et un boson se compose de deux fermions. Tout marche pour le mieux. Et tout ce que je vous ai raconté s'applique sans tarder. Mais malheureusement, ce n'est pas comme cela que la supraconductivité fonctionne. La supraconductivité, c'est une forme de danse différente. Et la façon la plus simple de le décrire est la suivante. Il y a des danses modernes où vous vous mettez sur la piste de danse, vous ne voyez pas exactement qui danse avec qui. Vous pensez que tout le monde danse, c'est tout. Et puis vous regardez un petit peu plus précisément, vous constatez que parfois il y a deux personnes qui se regardent dans le blanc des yeux. Vous voyez même que leurs mouvements sont quelque peu coordonnés. À ce moment-là, vous vous rendez compte que ces personnes forment un couple. C'est ce genre d'accouplement, d'appareillement que les électrons peuvent réaliser. C'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus complexe comme forme d'accouplement que les autres types. Et c'est ce type de couple que l'on peut comprendre pour pouvoir développer de nouveaux matériaux supraconducteurs. Avec des atomes froids, nous avons pu précisément étudier ce genre d'accouplement. Jusque récemment, dans la nature, les particules faisaient la danse classique, soit la danse moderne. Mais avec les atomes, nous avons eu l'occasion de combiner deux atomes pour former une molécule et dissocier la molécule à l'aide d'un champ magnétique. En modifiant le champ magnétique, nous avons donc pu peu à peu fractionner la molécule en deux atomes de façon continue. En d'autres termes, ici, on voit la danse classique, ici, la danse moderne. Et ça, c'est une autre représentation artistique. Et en modifiant le champ magnétique, on peut faire passer continuellement la danse de la danse classique à la danse moderne. C'est la première fois que ces danses de deux particules ont pu être étudiées à ce niveau, à ce degré de détail. Ce que nous avons observé, vous le savez déjà, les images d'ombres elliptiques qui nous ont prouvé l'existence des condensats de Bose-Einstein. Mais ces condensats de Bose-Einstein ne sont pas formés d'atomes, mais de paires d'atomes. On peut observer des tourbillons qui sont le signe même de la suprafluidité. Je sais que je prends un petit risque maintenant en vous posant une question. Au bout d'une heure de conférence, on vous demande plutôt de suivre des arguments plus théoriques. Mais je veux le faire parce que dans les 5 minutes qui viennent, je voudrais établir un lien entre ce que je viens de vous dire et la recherche en cours et ce qui se passe également dans nos divers laboratoires. Donc je vais essayer de le faire. Notre objectif, c'est de comprendre cet accouplement, la suprafluidité et la supraconductivité. Je vous ai parlé de systèmes très différents, des électrons supraconducteurs, deux atomes neutres formant une sorte de molécule. Et en fait, des accouplements semblables peuvent se passer également dans des étoiles à neutrons, dans un système totalement différent. En physique, ça n'est pas vrai pour l'application, mais en physique, pour comprendre des systèmes, il faut pouvoir les comparer les uns avec les autres et voir les similitudes et les différences. Lorsque l'on compare les températures, il faut les normaliser. Chaque fois que l'on veut comparer si un système présente une température élevée ou basse pour devenir un superfluide, il faut normaliser sa température en fonction de la densité. Pour les experts, c'est la densité à une certaine puissance, mais enfin, je n'entrerai pas dans le détail. Lorsque l'on prend les températures normalisées, on peut avoir un chiffre normalisé qui nous dit si ce que l'on observe est un supraconducteur normal ou un supraconducteur à température élevée. Avec nos atomes qui dansent et ces contrôles assurés par le champ électromagnétique, nous avons pu réaliser que le comportement superfluide, ce que je vous ai montré avec ces petites images d'ombre, le comportement superfluide peut survenir à des températures bien plus élevées. Ça peut sembler ahurissant, mais ça ne l'est pas totalement. Nous avons observé la superfluidité à température élevée à une température
ridiculement basse. Parce que ce que cela signifie, c'est que si l'on prend la densité de notre gaz, vous vous souvenez qu'elle est d'1 million de fois plus diluée que l'air, des centaines de millions de fois plus diluée que l'électron dans la matière, et qu'on procède à une mise à l'échelle de la température en fonction de la densité pour atteindre la densité des électrons dans un solide, alors notre température de 100 nanokelvin est l'équivalent de plus de 1000 degrés. Dans ce sens, dans un système modèle à très faible densité et très faible température, nous avons obtenu quelque chose, nous avons accompli quelque chose qui, par les équations de la physique et l'effet d'échelle, est équivalent à la superconductivité à température ambiante. Est-ce que ça va nous aider à trouver les superconducteurs à température ambiante? On ne le sait pas. Ça montre d'une façon de principe, en quelque sorte, que c'est possible. Mais les forces, les mécanismes d'accouplement que nous avons utilisés, les forces électriques, les forces moléculaires, ne s'appliquent tout simplement pas aux électrons. Dans les 3 dernières minutes, je reviendrai à ces couples qui dansent et je voudrais vous révéler ce à quoi les physiciens pensent lorsqu'ils ont réalisé dans leur laboratoire des atomes qui dansent comme les hommes et les femmes. Eh bien, ils ont décidé de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à étudier ce qui se passera ou se passerait si les populations étaient déséquilibrées, s'il y avait beaucoup plus d'hommes sur la piste de danse que de femmes, par exemple. Pourquoi? Est-ce que ça n'est pas cruel, direz-vous? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Si vous avez un nombre inégal d'hommes et de femmes, tout le monde, ou un nombre égal plutôt, tout le monde peut être heureux. Mais si vous avez déséquilibre, vous en tirez beaucoup d'enseignements sur la nature humaine. Eh bien, en déséquilibrant en quelque sorte les fermions dans un état et les fermions dans un autre état, nous voulions tirer beaucoup d'enseignements sur la nature de la superfluidité, en posant immédiatement un certain nombre de questions. Par exemple, que se passe-t-il s'il y a plus d'hommes que de femmes? Est-ce que la danse s'arrête? Est-ce que tout le monde est fâché et rentre à la maison? Ça pourrait vouloir dire qu'une population excédentaire étoufferait la superfluidité. Et nous avons constaté que ce n'est pas le cas. Le système est assez tolérant à un certain déséquilibre. On peut ensuite poser la question suivante. S'il y a un nombre supplémentaire d'hommes sur la piste de danse, excusez-moi, si je parle des hommes, je vais essayer d'être en quelque sorte politiquement correct, mais il faut bien que je prenne un exemple. À un certain moment donné, il faut bien rompre la symétrie. Donc je vais parler maintenant de la population excédentaire d'hommes sur la piste de danse. Que font-ils? Est-ce qu'ils restent sur la piste ou est-ce qu'ils vont faire tapisserie? Sur le plan scientifique, c'est ce qu'on appelle la séparation de phase, la séparation de la phase suprafluide de la phase normale. Je vais vous montrer dans un instant que c'était précisément ce que l'on observe. On peut poser même une autre question. Peut-être y a-t-il un nouveau type de danse où 3 personnes dansent ensemble? Ça, c'est très important. Les gens en ont parlé pour la matière, les quarks pour la matière nucléaire. On l'a cherché, on n'a pas pu le trouver. Mais trouver une danse exotique avec un mécanisme d'accouplement exotique pouvant aboutir à la superfluidité, ce serait une énorme découverte. Alors, ce que nous avons réellement observé, c'est ces pics ici qui désignent en quelque sorte une image d'ombre avec des condensats de Bose-Einstein. Vous voyez ici, il y a encore des pics avec davantage d'atomes dans un état que dans d'autres. Mais ici, il y en a trop. Il n'y a plus de pics. Ces images d'ombre nous montrent aussitôt que si le déséquilibre est trop élevé, il n'y a plus de superfluidité. Ça, c'est une technique de fractionnement de la lumière. Lorsque l'on refroidit le gaz, il y a superfluidité à partir d'ici. Et en blanc, vous voyez les hommes excédentaires qui sont entourés par les autres particules qui, elles, dansent. Donc, on observe la séparation de phase entre ces deux phases. J'ai essayé, avec mes derniers exemples, de vous amener au point de la recherche actuelle. J'ai essayé de vous dire que nous utilisons des atomes neutres qui s'apparient, qui s'accouplent pour se mettre à danser, afin de comprendre ce que les électrons peuvent faire dans un supraconducteur.
Si nous le faisons, c'est parce que d'une certaine manière, les atomes sont plus faciles à comprendre, leur comportement est plus transparent que celui des électrons dans des matériaux complexes. De nombreux chercheurs appellent cela aujourd'hui la simulation quantique. Nous voulons comprendre en effet un système en étudiant les mêmes phénomènes dans un système différent. Nous espérons que ces recherches se poursuivront. Pour ma part, je considère que les températures extrêmement basses, et ça a commencé par le condensat de Bose-Einstein, comme un moyen d'exercer un contrôle ultime sur les atomes. Ces atomes sont en quelque sorte des Legos maintenant, et des Legos avec lesquels nous allons pouvoir construire des superconducteurs en essayant de trouver les solutions aux énigmes de la nature. Le prochain défi de mon laboratoire, c'est les propriétés magnétiques. D'ici 10 ans, peut-être s'il y a un autre colloque Reich sur les progrès en matière de mécanique quantique, je pourrais éventuellement venir vous parler de l'utilisation des atomes à ultracorps, non pas pour utiliser le mouvement supraconducteur, mais pour comprendre réellement et mieux toute la diversité des propriétés magnétiques qui existent dans la nature. Mais je crois vous avoir fait faire un grand voyage. Excusez-moi, merci de votre attention. Thank you very much. Merci beaucoup, Wolfgang. Et nous allons maintenant passer au débat, à la table ronde de la soirée. Je vais donc demander aux orateurs de bien vouloir nous rejoindre à la tribune. Je sais que topologiquement c'est équivalent. Mais... Hey. What are you doing? A good day? I went to CERN. Oh, wonderful. This is an exciting place. Patience? Brilliant, Wolfgang, as always. Right. I noticed how you... We will do it. I'm sure we will. Systems are at, unfortunately, still very high with normalized temperatures. Is there an advantage? Wolfgang, it's the first time I see a public lecture by you. It's, I would say, absolutely perfect example. Because you are just at the limit where people Just a German. can understand. Just at the limit. Sometimes you say things which are a little oversimplified, but it's perfect. I mean, it's exactly what you should do, because otherwise people are going to be lost. I think it's a fantastic... It's walking a tightrope all the time. Yeah. You have to simplify things. It's a result of many public lectures, of Yes, course. You try to sort of define yes, your... but you know, what I appreciate is that when I say you oversimplify, it's not a critique, it's in contrary, a compliment. Surprised that so many people Oversimplify are there. without exaggerating, but anyway, you simplify enough that people can follow you, and you keep the main... Okay, so I remind you the principle of... Je vais donc vous rappeler le principe de notre table ronde. Vous avez des bouts de papier sur lesquels vous pouvez rédiger vos questions à l'intention des orateurs. Des hôtesses vont venir rassembler les morceaux de papier et nous allons apporter les réponses pendant notre période de débat. Qu'est-ce qu'il faut faire là? On va boire un coup. Aber das ist lang zum Reden, ne?
ist eine lange Zeit zum Viermal 14 eine Stunde, oder? Ja, 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 das strengt an, ja. Ja, klar, man muss voll konzentriert sein. Nicolas Dostal exhibition. Ich dachte, ich hatte mir noch überlegt, ob ich am Anfang was rausnehme, aber ich dachte, es war eigentlich perfekt, dass es einen Überlapp gab zwischen Ihrer Vorlesung und meiner, weil dann die Leute auch irgendwie erkennen, dass es um ähnliche Phänomene geht. Theological Ja. science. It's very nice. Very well done. I was surprised just to see how well exactly it was made as a museum. So what are we supposed to say now? Okay, so maybe it's time. Alors le moment est peut-être venu de commencer. Je commencerai par la première question. Fluidity. Are there applications of superfluidity? So, Eh bien, pour autant que je sache, il n'y a pas d'application technique de la superfluidité. Il y a bien entendu des applications de la supraconductivité, qui est la superfluidité des particules chargées, mais les deux systèmes, super-hélium fluide 3 et 4, n'ont pas, pour autant que je sache, des applications techniques. Avec une exception peut-être, c'est que l'hélium superfluide est utilisé pour refroidir des détecteurs sensibles. Et je crois que les propriétés superfluides sont utiles pour le refroidissement, mais je ne suis pas complètement convaincu qu'elles soient nécessaires pour des applications techniques. La semaine dernière, j'ai entendu Michel Spiro, le responsable du conseil du CERN, qui prétend que la superfluidité est utilisée dans le grand anneau du supercollisionneur parce qu'il y a 27 km de distance qui sont refroidis par hélium liquide. Et il a affirmé que si c'est bien refroidi, c'est parce que c'est superfluide. C'est ce qu'il a dit dans une conférence publique. Et s'il a dit, si ça n'était pas superfluide, il faudrait des pompes énormes. Et il a dit qu'il y avait des fonctions d'onde macroscopiques sur cet anneau de 27 km de taille. En d'autres termes, c'est une application au moins de cet hélium superfluide. Je ne fais que citer Michel Spiro. Mais est-ce que les gens auraient construit le LHC sans la superfluidité? Ça aurait été plus difficile, sans doute, oui. Donc, est-ce que l'hélium fluide était crucial ou utile? Et il faudra leur poser la question. J'enchaîne sur une autre question. Les dernières techniques de refroidissement par laser aident-elles à la précision des horloges atomiques? Peut-être voudrez-vous élaborer là-dessus. Oui, oui. Je parle maintenant du travail de nos collègues de Paris ou à Boulder, au Colorado. Pour dire les choses en deux mots, lorsque vous voulez mesurer le temps de façon aussi précise que possible, si vous voulez faire une mesure du temps la plus précise possible, il faut disposer d'un intervalle de temps le plus grand possible. Si vous n'êtes pas sûr de ce que je veux dire, si vous voulez connaître la précision d'une montre, et si vous regardez sur 24 heures, sa précision, vous avez davantage, l'information est meilleure que si vous regardez pendant 1 seconde ou 2 secondes ou 3 secondes. D'accord ? Grâce au refroidissement d'atomes par laser, on peut interroger les atomes pendant un temps très long en utilisant ce qu'on appelle une fontaine atomique. La fontaine atomique consiste à prendre les atomes, les lancer vers le haut et attendre qu'ils retombent. Et ainsi, il va s'écouler environ une demi-seconde entre le moment où vous le lancez et le moment où vous les récupérez. Cette demi-seconde, c'est un temps qui est 100 fois plus long que ce qu'on avait dans les horloges atomiques habituelles,
où on avait des atomes qui se déplaçaient à 300 mètres par seconde, parce qu'ils étaient à la température de la pièce, on a entendu ça aujourd'hui, et on faisait une mesure avec des détecteurs séparés de quelques mètres. Et le résultat, c'était que cette mesure se faisait en un temps de l'ordre de quelques millisecondes. Donc maintenant, avec le refroidissement d'atomes par laser, on peut lancer les atomes, les laisser retomber, faire une observation qui est suffisamment longue pour que la précision des horloges atomiques ait été améliorée par au moins un facteur 100. Aujourd'hui, la précision des horloges atomiques est ce qu'on appelle 10-16, c'est-à-dire que 1 sur 1 suivi de 16 zéros, donc 10-16, Thierry, ça fait 1 sur 100 000 milliardièmes. C'est le genre de précision qui dit quelques secondes sur la durée de l'âge de l'univers. Alors vous allez dire à quoi sert tout ça? Eh bien, ça peut servir, par exemple, plus les horloges sont précises, plus les GPS sont précis. Donc aujourd'hui, vous avez des horloges atomiques qui sont dans les satellites. Ce sont des horloges atomiques d'ancienne génération. Vous avez une précision de quelques mètres avec les GPS. Si demain on a des horloges atomiques plus précises, on aura davantage de précision avec les GPS. Someone wants to add something? No, I think that's a good time. I have a question, in fact, which is... Vous voulez ajouter quelque chose? En fait, j'ai une question qui est plutôt une demande d'éclaircissement. Vous pouvez nous expliquer comment l'hélium sort du champ gravitationnel quand il est très froid? Quand on a vu dans l'animation, peut-être vous pouvez nous réexpliquer le phénomène de superfluidité. Ça portait sur quoi déjà la question? Sur le liquide qui remonte les parois et s'échappe. Alors, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Si vous avez de l'hélium liquide dans un conteneur, il va grimper les murs en quelque sorte et il y a une force d'attraction entre le conteneur et le liquide. Donc il y a une petite pellicule du liquide qui va recouvrir le conteneur et même avec de l'eau. Vous avez une toute petite pellicule d'eau sur la paroi de la tasse et le liquide, quand il grimpe les parois, eh bien, cela est conforme aux lois de l'énergie. La seule différence, c'est que la pellicule d'eau en surface, en raison de son degré de viscosité et de friction, reste stationnaire et ne s'écoule pas. C'est un petit peu la même chose. Quand vous prenez un capillaire extrêmement mince, l'eau ne peut plus le traverser, sauf si vous utilisez une grande pression pour y arriver. Mais l'hélium superfluide va le traverser, ce capillaire, sans aucun problème. Donc l'hélium liquide peut traverser, même parce que la dimension est très très petite. Et c'est ce qui se passe dans cette pellicule sur la paroi, c'est donc cet hélium liquide qui est en train de grimper les parois du conteneur. Autre question. Les paires d'électrons, pourquoi se comportent-ils comme des bosons? Est-ce que parce que la révolution contraire annule l'effet? David? Une moitié plus une moitié, ça vous donne 1 ou 0. Donc, vous avez deux fermions. Vous les ajoutez l'un à l'autre. Bon, il y a un autre aspect des bosons et des fermions que tu n'as pas évoqué dans ton exposé. C'est-à-dire que tous les bosons ont un effet de rotation, un spin, avec un moment angulaire. Et tous les fermions tournent avec un moitié de moment angulaire. Et quand vous combinez deux demi-spins, vous avez un spin. Et quand vous combinez deux fermions, vous obtenez un boson. Et quand vous combinez deux bosons, vous obtenez encore un deuxième boson.
C'est pour ça que l'apairement de 2 électrons, comme l'a expliqué Wolfgang, vous donne un boson qui peut ensuite se condenser. C'est ce qu'ils aiment bien faire. Alors, je vais juste ajouter une petite chose, c'est pas facile à expliquer. D'un point de vue de mécanique quantique, on a une fonction d'onde et la propriété du fermion est la suivante. Quand vous changez la position des 2 fermions, vous obtenez un moins. Mais les fermions, quand ils se regroupent, puisqu'ils sont en paire, pour chaque opération que vous effectuez, vous obtenez 2 moins. Et 2 moins, ça vous donne un plus. Et on en revient au boson. On peut l'expliquer de différentes façons. Pourquoi 2 fermions ensemble agissent comme un boson? Dans mon exposé, j'ai dit qu'il fallait compter le nombre des parties constitutives. Donc, quand vous en avez 2, vous avez un boson. Mais vous pouvez expliquer la même chose en utilisant ce mouvement de révolution, de rotation, comme cela a été expliqué par le professeur Gross, ou alors avec des signes moins de la fonction d'onde, 2 signes moins, ça vous donne un signe de plus. C'est une propriété fondamentale, c'est la nature. Et on en revient à l'exposé du premier jour, du lundi, où il y a eu cette superbe équation de Dirac. C'est Dirac qui a donc découvert cette équation. Et pourquoi il a fait cela? Parce qu'il voulait décrire cet électron, c'est-à-dire que l'électron doit avoir cet effet de rotation, de toupie, et en même temps, il y a cette statistique assez étrange qui affecte la fonction d'onde, et vous obtenez un signe moins quand vous changez la position des fermions identiques. Et boson, Bose, on y associe aussi Einstein, parce que Einstein comprenait très bien la statistique, comme Bose d'ailleurs, des bosons, et les fermions, et Enrico Fermi respectent l'équation de Dirac, et donc les fermions respectent les statistiques et l'équation Dirac et Fermi. Passerait-il si on y parvenait? Why cannot we reach the absolute zero, and what would happen if we could reach it? So. Alors, qui veut se lancer? Wolfgang. Je vais vous expliquer ce que cela veut dire en termes de laboratoire. On lit dans les manuels, c'est impossible d'atteindre le zéro absolu. Mais quand on s'intéresse à l'histoire de la physique, et ce que je vous ai montré aussi, aujourd'hui, plus vous travaillez sur la question, plus vous allez vous rapprocher de cet objectif. Il y a une dizaine d'années, on est arrivé à un micro-Kelvin. Maintenant, dans les laboratoires, on arrive au nano-Kelvin. Et si on travaille encore plus dur, on peut obtenir des pico-Kelvin. Mais la question reste posée. Est-ce qu'on peut vraiment arriver au zéro absolu? La réponse est non, parce que ça devient de plus en plus dur d'y arriver. Si vous regardez le refroidissement par évaporation, lorsqu'on veut enlever des particules à notre conteneur, quand on veut les enlever du conteneur, si elles sont de plus en plus froides, ces particules, elles se déplacent moins en moins vite. Cela signifie si vous voulez refroidir le système, il faudra encore plus de temps pour le refroidir. Donc, ça devient vraiment pénible. Quand on a atteint ces températures extraordinaires, les étudiants restaient au laboratoire pendant la nuit entière et ils m'ont dit, écoutez, on a fait cela, on l'a fait une fois pour toutes, on ne va pas recommencer l'exercice. Et c'est la 3e loi de la thermodynamique, ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus pénible, ça devient de plus en plus sensible, il faut de plus en plus de temps pour y arriver au zéro absolu. Alors, on va peut-être
pouvoir y arriver au pico-Kelvin. Et puis après, qu'est-ce qu'on a? Des femto-Kelvin. Bon, ce sera pratiquement impossible parce que ça prendra trop de temps pour y arriver. Mais c'est une question de créativité, d'imagination, d'aller de plus en plus loin. Mais pour arriver au zéro absolu, ne serait-ce qu'en termes mathématiques, ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps, un temps infini, et personne n'a le temps infini, donc ça ne va jamais être fait. Donc, je vais parler anglais pour que mon collègue puisse réfuter ce que je vais dire. Wolfgang a pratiquement dit ce qu'il voulait dire à la fin de son exposé. Il faut bien comprendre, quand on atteint cette température excessivement froide, il ne faut pas penser en termes de température. Bon, je vais rentrer dans la technique, mais vous allez comprendre. Il faut penser en termes de logarithme de la température pour expliquer ce que je veux dire. Ce qui est difficile, c'est de ne pas abaisser la température de 10 degrés ou de 10 millidegrés. Ce qui est difficile, c'est de diviser cela par un facteur de 10. Donc de passer de 300 Kelvin, c'est de la température ambiante, à 30 Kelvin. C'est assez facile. Si on passe à 3 Kelvin, ça représente un sacré effort. À ce moment-là, on a de l'hélium liquide. Et on fait un refroidissement par laser, donc on peut diviser le facteur de la température non pas par 10, mais par 1 million. Et c'est extrêmement compliqué, et c'est pour cette raison qu'on leur a décerné un prix Nobel. Donc, divisé par un facteur d'1 million, c'est extraordinaire. Alors, si vous arrivez à 0, c'est impossible. Vous divisez par 1 million, vous êtes au micro-Kelvin. Enfin, ensuite, on recommence, on arrive au nano-Kelvin. L'idée du logarithme, ce qui est difficile, ce n'est pas de réduire la température, c'est de diviser la température. Et c'est un objectif infini. Il vous faut un temps très long pour pouvoir atteindre 0 en divisant par différents facteurs. Donc ça, c'est simplement pour ajouter ce qui a été dit en matière de difficulté. Donc la matière peut se comporter comme une onde, mais qu'en est-il des neutrons et des protons? Alors, Johan, les protons, les neutrons aussi se comportent comme des ondes. Il y a des superbes expériences qui ont été faites. Des neutrons ont été partagés en 2 ondes et se sont retrouvés. On a vu ces images de neutrons. C'est vraiment des expériences extraordinaires qui ont été faites il y a peut-être une vingtaine d'années à Vienne, si je ne m'abuse. Encore un mot d'éclaircissement. Quand je vous ai parlé d'ondes, et j'ai parlé de la nature de l'onde des atomes, qui sont des particules représentant des électrons, des neutrons, etc. Donc la fonction d'onde dont je vous ai parlé et ces ondes que je vous ai dessinées à l'écran, ce sont les fonctions d'onde, non pas d'un proton, d'un neutron ou d'un électron, mais de la particule tout entière. C'est une fonction d'onde qui décrit le mouvement de masse de tout l'atome. Donc on a un comportement de l'onde au niveau composite, électrons et neutrons, mais ce qui était beaucoup plus important par rapport à tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est la caractéristique d'onde de toute la particule, qui est une particule composite. Encore 2 questions? On enlève beaucoup d'atomes et du coup l'onde n'est plus cohérente. Alors, est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'on peut les enlever de plus en plus, ces atomes, pour que l'onde perde sa cohérence? Bon, vous avez peut-être un petit peu répondu déjà dans le cadre de votre exposé. Vous avez vu ces images de condensat Bose-Einstein? Ce sont des atomes qui sont séparés à plusieurs microns. Lorsqu'il y a expansion du nuage d'1 millimètre, eh bien, ils se comportent toujours comme une onde.
Alors vous allez me dire, bon, c'est peut-être une expérience difficile à réaliser si vous avez de l'hélium superfluide qui est en train de refroidir les aimants dans un accélérateur. Vous allez vous retrouver avec une onde cohérente dans tout le système de conteneurs connectés de l'hélium superfluide. Donc vous aurez un comportement d'onde sur des mètres, sur plusieurs mètres. Et toujours l'onde se comportera comme une onde. Johan, oui. Par ailleurs, ces atomes, leurs ondes ont différentes longueurs et si on les démantèle, ces atomes, et il y a toujours condensation en condensat, mais ça se fait pour autant qu'il y ait chevauchement des ondes, que l'onde sente la présence de l'autre onde. Encore une question? Pour un gaz donné, la condensation Bose-Einstein et le comportement superfluide, ça se passe à la même température. Wolfgang, tu vas répondre? Alors, la température pour qu'il y ait condensation Bose-Einstein, c'est-à-dire le moment où les particules commencent à marcher au pas cadencé, eh bien, cela dépend de deux paramètres, à savoir la densité du gaz et l'autre paramètre, c'est la masse des atomes. Donc, plus le gaz est dense, plus la température est élevée. Pour la superfluidité, pour qu'il y ait condensation Bose-Einstein, et la température est plus élevée si les atomes ont une masse plus petite. Ce qui est important, et c'est ce que j'avais dit brièvement dans mon exposé, pour tous les atomes, pour toutes les densités, le critère le plus important, c'est que la longueur d'onde de Broglie est égale à la distance entre les deux atomes. La distance entre deux atomes ne dépend que de la densité et la longueur d'onde de Broglie ne dépend que de la température et de la masse de l'atome. Ce qui explique que vous avez une seule équation pour laquelle vous avez la température, la masse et la densité. Et naturellement, l'âge, le quantum de Planck. Oui, mais la question était de savoir si la condensation Bose-Einstein et la superfluidité se produisent à la même température. David ou Wolfgang? Enfin, tu l'as mesuré. Ces deux phénomènes se produisent au même moment. Bon, il y a des systèmes exotiques, vous avez des systèmes bidimensionnels où il y a de la superfluidité sans condensation Bose-Einstein. Il y a des exemples où la condensation Bose-Einstein se produit sans qu'il y ait de superfluidité, mais c'est une discussion entre experts qui est toujours court. Et pour la plupart des matières et pour les cas qui nous intéressent le plus, la condensation Bose-Einstein et la superfluidité se produisent en même temps. Passons à la supraconductivité. Dans les supraconducteurs standards, niobium, aluminium, là, les deux phénomènes se produisent au même moment, à la même température. Les électrons s'appairent et à la même température, ils forment ce condensat. On en discute beaucoup. On voudrait vérifier si cela est le cas aussi pour les supraconducteurs à haute température. Et c'est assez intéressant ce qui a été dit, que ces supraconducteurs à haute température de cuprate, je vous ai montré un fil de cet ordre hier, mais à température ambiante, les électrons s'appairent. Donc même à température ambiante, vous avez toujours deux électrons qui marchent ensemble, mais ils ne sont pas encore condensés. La condensation dans ce modèle ne se produit qu'à la température de l'azote liquide. Et c'est quand même assez intéressant, parce que ça a l'air très facile. Pour un laborantin, ce serait intéressant de voir si quelque chose en température ambiante, quelque chose sur votre table,
est faite d'électrons appairés ou de particules simples. Ce serait quelque chose de simple à mesurer, mais personne n'a encore réussi à le faire. Donc si vous avez une idée de génie, ça a l'air très très simple et moi j'aimerais bien faire ce genre de choses dans mon laboratoire. Donc si vous avez des pistes, faites-le moi savoir. Passons à une question plus simple. Enfin bon, je ne sais pas si c'est une question vraiment plus simple. Enfin, vous m'en direz davantage. Lorsque les atomes sont opaques annoncés, les électrons dans les atomes individuels se trouvent dans la même position, sur les mêmes orbites ou sont dans des positions différentes? Je vois qu'Alain est en train de froncer du sourcil. Non mais Wolfgang a déjà expliqué que ce qui compte, c'est l'onde qui décrit le mouvement du centre de la masse de l'atome. Donc la question de la position de l'atome n'est pas pertinente. Ce qui est important, c'est le centre de la masse de l'atome. Et c'est ce qui compte par la position. D'accord? Oui, oui, tout à fait. Bien entendu, en fait, les gens, certains entendent parler de condensation de Bose-Einstein, ils pensent que c'est comme une espèce d'atome gigantesque où tous les électrons marchent au pas cadencé, mais ce n'est pas comme cela que ça se passe. Chaque électron a son noyau, il y a orbite autour du noyau, et ce ne sont que les ondes du centre du mouvement de masse, du centre de l'atome qui sont synchronisées sous forme de condensat Bose-Einstein. Quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? Non. Bon, alors nous allons passer à une autre question. Allez, David, pas de l'espace. Non? Vous ne voulez pas en faire profiter toute la salle? Autre question, est-ce que ce serait possible de faire de l'interférence, de faire cette expérience de l'interférence avec notre liquide? Oui, ça a été fait. Il y a eu une interférence superfluide. Il y a eu des cohérences de phase. Ça a été fait dans des conditions température extrêmement basses avec des réservoirs de liquide, d'hélium liquide séparés par une membrane avec des pores très fins. Ils ont observé l'interférence des propriétés de la vague de l'hélium liquide avec un effet de rotation. Ils ont pu mesurer la vitesse de la rotation. Bon, c'est peut-être trop compliqué en observant l'effet de rotation, la façon dont la onde est affectée. Donc on peut faire cette expérience d'interférence avec de l'hélium liquide. C'est un peu plus compliqué que si vous utilisez un gaz dilué d'atomes, mais le principe reste le même. Encore une question portant sur les atomes quand vous les refroidissez. Comment est-ce que vous évitez la radiation externe? En d'autres termes, comment vous protégez du monde extérieur pour éviter d'être réchauffé par le monde extérieur? Wolfgang ou Alain, vous souhaitez répondre? Alors, on ne peut pas vraiment y échapper complètement, mais l'idée c'est que l'irradiation que l'atome absorbe est du domaine du visible. Et la quantité d'irradiation visible que vous constatez à température ambiante des parois de la chambre à vide est très faible. Donc l'idée, c'est que... Enfin, vous allez pouvoir apprendre quelque chose. Non, 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 moi je suis nulle. Donc l'idée, c'est que les atomes peuvent être excités uniquement par une toute petite fraction d'irradiation que vous avez à température ambiante. De toute façon, ce genre de phénomène joue un rôle dans les horloges atomiques. J'en ai parlé parce qu'il fonctionne en transition en infrarouge, donc c'est essentiel d'utiliser de l'hélium liquide pour refroidir les parois des horloges atomiques, sinon cela les perturberait. Alors, je
vois cela en tant que physicien qui fait des expériences en laboratoire. Il faut avoir une fenêtre dans votre chambre à vide et à quelques millimètres, vous voyez des atomes très proches du zéro absolu. Alors, si vous êtes censé, vous dites, vous devez vous protéger, il faut que ce soit isolé, mais ce que nous sommes en train d'exploiter, c'est une autre propriété particulière aux atomes. Je vous avais expliqué auparavant que seuls les atomes réémettent des photons avec une probabilité à 100%. Il n'y a pas d'autre matière qui va faire ce genre de choses. Il y a une autre propriété de l'atome qui est très intéressante, c'est que les atomes sont pratiquement transparents par rapport à l'irradiation. Donc toute la radiation de la chaleur traverse l'atome pratiquement de part en part. Une toute petite partie est absorbée par les atomes et les collègues ont fait l'expérience suivante. Quand vous les éclairez de lumière normale, ces atomes, ça ne les dérange pas. Si vous utilisez une lampe halogène très proche des atomes, vous les voyez se réchauffer. Donc, ils sont pratiquement insensibles à l'irradiation. Et c'est en fait un reflet de leur structure très simple. Les atomes, c'est quelque chose de très simple du point de vue structurel. Autre question. Vous nous avez dit qu'à température basse, il n'y a pas de quarks, mais simplement des électrons, des neutrons et des protons. Vous pouvez nous en dire davantage? Alors, je ne sais pas, peut-être David souhaite intervenir. Bien sûr, Wolfgang a raison. Et nous pouvons laisser de côté la structure interne, très souvent même des atomes. Et en tout cas pour ce qui est des noyaux à très faible énergie. Mais enfin, il a oublié une particule très importante dans sa liste, qui, d'après moi, peut prétendre être la particule la plus importante, à savoir le photon. Les quantas du champ électromagnétique, la lumière que nous utilisons encore davantage que les électrons, nous obtenons la plupart de nos signaux dans le vrai monde par le truchement de l'irradiation. Donc c'est en fait un boson. Et voilà, on a un boson qui n'est pas constitué d'éléments constitutifs, la lumière et l'électron. Et dans la plupart des cas, dans nos mondes, dans notre monde, celui dont vous parlez, le fait qu'il y ait des photons, des neutrons, peu importe, enfin c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il y a des noyaux, des électrons et un photon. Et une loi dynamique qui n'a pas encore été évoquée, celle de l'électromagnétisme, la théorie de Maxwell et la loi de Coulomb, cela explique la plupart des choses dans notre monde. Oui, je suis d'accord. Une dernière question, et ensuite il faudra que l'on close cette session. Je rappelle à l'intention de ceux qui n'ont pas entendu de réponse à leur question, nous allons mettre sur le site Questions Sûres, avec un lien au colloque Wright, les réponses par écrit. Donc, concluons. Est-ce que l'on peut considérer un laser comme une condensation ou un condensat de Bose-Einstein? Alain, peut-être c'est pour vous. Pendant des années, quand on utilisait ou on enseignait les techniques de laser, avant l'existence des condensats de Bose-Einstein, je disais toujours que tous les photons sont dans le même mode de champ électromagnétique et que c'est en quelque sorte des condensations de Bose-Einstein de photons. Donc la réponse est, en d'autres termes, oui. Oui, effectivement, c'est vrai. J'ajouterai quand même une chose qui est importante. L'état lui-même de ces atomes et de ces photons qui marchent au pas cadencé, c'est la même chose et les propriétés sont les mêmes. Mais la manière d'y parvenir est très différente. Pour les condensats de Bose-Einstein, il suffit de refroidir la matière et ça se produit automatiquement. Mais si vous refroidissiez un système émettant de la lumière laser, si vous enleviez toute l'énergie, il n'y aurait plus de lumière laser. Donc la lumière laser est générée non pas par le froid,
mais par le fait que l'on pompe de l'énergie à l'intérieur d'un système. Et le laser transforme cette énergie en lumière laser. C'est un système non équilibré qui exige de l'énergie, exige un apport d'énergie, alors que le condensat Bose-Einstein est formé par le refroidissement pur et simple. La condensation de Bose-Einstein, c'est un phénomène d'équilibre qui se passe à faible température, alors que le phénomène laser exige une situation de déséquilibre et l'apport actif d'énergie. Mais le résultat est très proche des ondes macroscopiques. Merci, je crois que c'est le bon moment pour s'arrêter. They're not concerned about